Et donc bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 8 mai, donc début de semaine, première semaine post-FOMC. On va faire un petit brief sur les annonces économiques de cette semaine et on va regarder le graphique du S&P 500. Alors cette semaine, au niveau des annonces économiques, pas grand-chose, étant donné la grosse semaine qu'on a eue la semaine dernière. Je pense que là, on va quand même pouvoir se reposer au niveau des annonces économiques. Alors, on a commencé ce matin avec le PMU au niveau du Japon. Bon, après, on sait que le yen est quand même drivé par la déflation qui dure depuis une dizaine d'années au Japon. Donc, ces métriques-là sont pas hyper importantes pour ceux qui tradent le yen. Au niveau des annonces intéressantes qu'on va pouvoir avoir, qui vont quand même pouvoir faire bouger les marchés, on aura la variation des stocks de pétrole qui sera mercredi. Donc, vu le gros mouvement qu'on a eu sur le pétrole la semaine dernière, ça va quand même pouvoir catalyser le prochain mouvement. L'IPC, enfin l'inflation US, mais mensuelle. Alors, il faut savoir que la Fed ne regarde pas l'inflation mensuelle, regarde uniquement l'inflation annuelle. Et en plus de ça, vu le discours que nous a fait Powell la semaine dernière, on comprend bien que actuellement, c'est plus le marché de l'emploi qui va être surveillé, plus que l'inflation. Étant donné que l'inflation actuellement, voilà, niveau annuel, on est toujours à 3,88 et on a eu une très belle baisse. Là actuellement, voilà, on a eu un petit rebond en avril à 4,31, mais ça reste, voilà, ça reste passager. On retourne là, on est toujours flat au niveau de l'inflation. On est du coup entre 3,50 et 4, ce qui reste dans tous les cas bien en dessous des taux de la Fed. Donc pour l'instant, c'est pas du tout un paradis qui peut inquiéter la Fed. La seule vraie grosse annonce, enfin l'une des deux seules vraies grosses annonces qu'on aura au niveau des annonces économiques de cette semaine, ça va être les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, de l'England Bank. Ça va pouvoir quand même faire bouger les marchés au niveau du pound, sachant qu'on a eu la semaine dernière les taux de la banque US ainsi que les taux de la BCE. On attendait les taux de la Banque d'Angleterre. Donc là, on les aura. Qui vont probablement monter soit de 25 points, soit de 50 points. Parce que pour le coup, eux, ils ont quand même une très grosse inflation. Voilà, plus de 15%. Bon, ça commence à chuter là quand même, on est sur une belle pente descendante. Mais voilà, si ça commence à stagner à ce niveau-là, autour des 15%, ça va quand même être compliqué pour les Anglais. Donc, à voir s'ils vont augmenter de 25 points ou de 50 points. Ensuite, la news qui pourrait être intéressante à regarder, c'est enfin l'allocation initiale de chômage. Donc ça va être intéressant si on se réfère du coup au discours de Powell et de la Fed. Le marché de l'emploi est le marché le plus surveillé par la Fed pour driver les taux d'intérêt. Malgré que voilà, la plupart des personnes price le fait que ça y est, on a eu la dernière augmentation de taux, donc c'était en mai. Donc là, la prochaine augmentation de taux n'aura pas lieu, en tout cas elle n'est pas pricée par le marché. Ce qu'il va falloir attendre quand même, c'est de voir à quel moment on baissera les taux, mais une baisse de taux sera surtout annonciatrice de mauvaises nouvelles au niveau du marché de l'emploi et au niveau de l'inflation. Alors, ensuite, ce sera tout. On aura après le PIB anglais, PIB anglais, PIB... Ouais, ce sera tout, avec la petite balance commerciale d'Angleterre. Alors, au niveau de notre S&P 500, alors on voit que on est toujours sur cette résistance, donc c'est bien, ça nous ramène quand même au niveau de il y a quasiment un an. Donc ça reste intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette résistance. Personnellement, ce que je vois, moi, c'est une pattern de wake-off. Donc là, je vois vraiment le SC, AR, ST. On a eu le STB à ce niveau-là. Donc personnellement, je suis plus à l'achat sur le SP500, qui pour moi est toujours quand même sous-valorisé.
Si on regarde donc le SP500 divisé par l'inflation, voilà, donc là ici, courbe jaune, vous avez le SP500 qu'on regarde, ici vous avez le SP500 divisé par l'inflation, donc moins la masse monétaire. Ce qu'on voit, bah, c'est que on est toujours en dessous des niveaux donc de 2019. Donc on n'a jamais repris cette vague de croissance qu'on a eue juste avant Covid. On est même bien en dessous actuellement, on est plus sur les niveaux voilà, début 2017, 2018. Donc pour moi le S&P 500 reste quand même assez sous-valorisé, sachant que voilà le bottom qu'on a eu à ce niveau-là au niveau de septembre, de octobre pardon, bah, si jamais on venait à break ce niveau-là, en réalité ça nous ramènerait au niveau Covid. Donc je ne vois pas pourquoi le S&P 500 retournerait au niveau Covid, mais on ne sait jamais. Les marchés restent très souvent assez imprévisibles. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est de voir si jamais on break cette résistance, est-ce qu'on aura une réintégration comme on a eu au niveau de août, ou est-ce qu'on va profiter de l'été pour commencer à faire un petit rallye. Ça, on verra bien. Pour l'instant, une bonne zone d'achat que je peux voir au niveau du SP500, ça serait le petit gap qu'on a laissé à ce niveau-là avec l'order block. Donc au niveau des 4030, 4027, 50 exactement. Donc voilà, si jamais on avait un retour du prix à ce niveau-là, pour moi ce serait, en tout cas en daily, une très bonne zone d'achat. Est-ce qu'en 4 heures, j'ai le même gap? Ou est-ce qu'il s'agrandit? Toujours les mêmes problèmes sur TradingView. Mais en tout cas, on peut en attendant aller voir par exemple le DXY. Alors le dollar, lui, est toujours sur son canal baissier. Il commence à stagner, on commence à avoir des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc à voir tant qu'on ne break pas le bottom qu'on a fait ici, ça reste quand même assez haussier. Donc à voir. Soit on va break donc ce plus bas et continuer le mouvement baissier, soit break ce plus haut, et dans ce cas-là, c'est possible qu'on aille chercher donc les plus hauts à ce niveau-là, peut-être aller chercher cet order block ici et continuer à être haussier, sachant que le dernier order block qui se trouvait là, on est venu le chercher. Il y en a toujours un qui reste ici, mais pour moi il est quand même assez haut, je pense pas qu'on irait le chercher. Donc voilà, le dollar qui fait son petit range, c'est possible qu'on vienne donc chercher l'order block ici et retourner à la baisse, ou peut-être aller chercher l'order block qui se trouve ici, puis après retourner en bas de range, soit pour le break, soit pour continuer à ranger. Après tout, on sait que au niveau de l'été, c'est toujours assez flat sur les marchés. Mais en tout cas, un range du dollar et un S&P 500 haussier serait quand même assez bullish. Parce que généralement, on a toujours eu donc un S&P qui était bullish par une baisse du dollar et un dollar qui était haussier avec un S&P qui était baissier. Donc si on aurait un range du dollar, ça permettrait au S&P 500 de coter par rapport aux performances des entreprises et non par rapport à la baisse ou à la hausse du dollar. Alors, est-ce que je peux avoir le S&P 500 en 4 heures, s'il vous plaît? Non, je ne veux pas l'euro USD, mais le S&P 500. H4, merci. Voilà. Donc, du coup, en 4 heures, on a bel et bien donc cet order block qui serait intéressant d'aller chercher. Avec là, pour le coup, on a un peu de gap à ce niveau-là, mais il a été comblé. Donc, vous voyez, en daily, c'était flagrant. Ici, c'est un peu plus difficile à voir. Donc voilà, je pense que soit on ira chercher donc les 4030, soit je vois qu'il y en a un autre ici qui est quand même plus flagrant au niveau des 3965. Donc deux bonnes zones d'achat, ce serait 4030 et 3965 pour du coup peut-être un dernier retour du S&P au sud, fermer les derniers ordres négatifs et retourner au nord pour enfin break cette résistance. Alors,
Au niveau du dollar, donc on a vu que on était toujours en range et on attendait soit un break haussier, soit un break baissier pour continuer le mouvement baissier qu'on a commencé à avoir depuis mars 2023. Mais ce qui peut être aussi intéressant, ça va être le WTI. Donc le WTI, on a eu un mouvement, donc un flash crash qui a eu lieu donc jeudi, qui avait commencé, la baisse avait commencé lundi, grosse baisse, mais qui a même break les derniers plus bas. Donc c'était assez impressionnant à voir, sachant que ces niveaux-là, on le voit au niveau des bougies, ces niveaux-là sont toujours très vite rachetés. Là pour le coup, ça n'a pas été le cas. Enfin pardon, ça a été le cas, mais on a quand même break donc ces derniers plus bas, ce qui annonce un WTI qui pourrait continuer à être baissier. Mais on a quand même là cette grosse zone de gap à aller fermer. Donc moi personnellement je l'ai pris à l'achat. Je prendrai donc mon premier take profit au niveau des 74,53. J'ai quand même sécurisé au niveau des 73. Enfin je vais sécuriser au niveau des 73. Mais voilà, si jamais on avait donc une économie qui repartirait à la hausse avec du coup les taux d'intérêt qui commenceraient à stagner, donc qui commenceraient à arrêter de monter. Ça pourrait être intéressant de surveiller le WTI, sachant que c'est quand même lui qui catalyse la production mondiale. Donc la plupart de ce que l'on consomme vient du pétrole. Donc avoir une économie qui repartirait à la hausse avec le pivot de la Fed qui serait fait, je pense que le pétrole serait quand même un asset à surveiller, sachant que pour l'instant, si on a une économie qui repart à la hausse, le pétrole c'est vraiment l'asset qui est sous-valorisé. Alors on peut voir que le S&P quand il avait fait ses plus bas ici en octobre, on avait quand même un pétrole qui était au niveau des 91. Donc là, euh, tout ce paradigme baissier sur le pétrole, en réalité, ne suit pas réellement la production si on suit la valorisation du S&P. Donc le S&P qui recommence à être haussier, normalement le pétrole devrait suivre. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est pétrole divisé par inflation. Donc là-dessus, on peut voir que on n'a pas du tout la même charte, mais ça reste quand même très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, le pétrole reste sur son canal haussier qu'il a démarré du coup en 2020. Donc depuis Covid, quand je vois la charte du WTI ici, surtout charte long terme, je me dis que voilà, le pétrole en réalité a été survalorisé en 2022 et que là, il est retourné à sa zone de valeur. Mais quand je le divise par l'inflation, toujours parce qu'on a eu en fait l'augmentation de la masse monétaire en 2021 a faussé énormément de métriques. Donc voilà, si je divise par la masse monétaire, je vois qu'en réalité c'était en 2018 que le pétrole était vraiment survalorisé. Or 2018, j'avais un pétrole à 74. Donc là techniquement, si on retourne sur les zones de valeur du pétrole qui sont donc médiane du range, enfin médiane du canal haussier, ça nous fait la même cotation que le 6 mars. Le 6 mars, on était à un pétrole à 75, 77. Voilà, donc pour moi, la valorisation actuelle du pétrole, selon le marché action US, reste pareil, médiane du canal haussier qu'on a ici, donc entre 75 et 80. Donc ce serait plus même au niveau de 80. Donc voilà, dans tous les cas, quand vous avez ce type de canal et qu'on va chercher en dessous, c'est souvent, si c'est un bon actif, c'est souvent qu'il est sous-valorisé dû à une panique ou à un flash crash. Là, je vous avoue que cette baisse, ça a été assez imprévisible. Une telle baisse sur ces niveaux de valeur-là, quand on voyait que à ce niveau-là, on a eu le rebond du S&P, rebond du Nasdaq, rebond enfin de quasiment tous les indices. On avait un pétrole qui suivait, puis là, il était complètement décorrélé des hausses. À surveiller. À surveiller, franchement, c'est possible qu'on ait un pétrole qui réintègre le canal. Et dans ce cas-là, ça pourrait faire une très belle perf. Personnellement, je l'ai pris. Quand j'ai vu le flash crash, pardon, je l'ai pris, mais sans vraiment avoir de zone de valeur. Je me disais que voilà, 73, 74, ça pourrait être un bon point de sortie, pardon. Mais en réalité, si je sécurise mes positions, je pourrais peut-être sortir au niveau des 80.
Donc au niveau des 80, ce sera réintégration du range, du canal haussier, pardon. Et ça pourrait faire du coup 23% sur le pétrole, ce qui serait quand même une très belle perf. Alors, donc on est bon au niveau du S&P, du pétrole. Au niveau des liquidités de la Fed, pas de grandes news. Donc on a toujours ce rebond, donc des plus bas de toujours plus haut, des plus bas de plus en plus haut, pardon, et des plus hauts de plus en plus haut. Donc on attend un retour des liquidités de la Fed au niveau des plus hauts, donc des 6,30, ce qui pourrait être intéressant pour les marchés. Au niveau de l'overnight repo, alors on commence à voir une toute petite baisse qui a été mise en place depuis le FOMC. Mais vraiment, voilà, c'est c'est vraiment minime, hein. On est passé de 2375 milliards à 2207 milliards. Donc, vous avez à peine 175 milliards qui ont quitté l'overnight repo pour rejoindre les marchés. Bon, bah, ce qu'on attend, ce serait vraiment un retour baissier de l'overnight repo. Car pour rappel, toute cette liquidité-là, c'est vraiment de la liquidité qui devrait s'investir sur les marchés. Donc depuis la montée des taux, on avait toujours le compte, l'overnight repo qui augmentait. Pourquoi? Parce que vous aviez donc les banques, les institutionnels, les fonds, etc. qui préféraient mettre leur liquidité au niveau de la Fed plutôt que sur les marchés. Et bah, maintenant que on a eu le fameux pivot, il faudrait peut-être attendre, je pense, donc le 14 juin pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux, qui ferait donc la première fois qu'on n'ait pas d'augmentation de taux depuis 2021. Là, on pourrait avoir une baisse significative d'overnight repo, ce qui voudrait dire que toute cette liquidité commencerait à rejoindre les marchés. Pareil pour les liquidités de la Fed, si pas d'augmentation de taux, ça pourrait vraiment commencer à augmenter les liquidités de la Fed pour peut-être retourner au niveau donc de 2021, donc quasiment 7 milliards, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour le marché action et notre ami le S&P. Au niveau du S&P divisé par les T-bonds, donc S&P sur obligations d'État, obligations en général, pardon, on voit que voilà, on était toujours dans le range qu'on avait démarré donc en août 2022. On commence à se diriger vers le haut du range, donc à chaque fois qu'on a eu donc ce chart qui allait vers le haut du range, on avait voilà une baisse significative du S&P à ce niveau-là, mais pour le coup, le S&P commence à remonter et on a du coup la chart qui commence à remonter, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc les capitaux qui s'allouent plus sur le marché action que sur le marché des T-bonds, donc le marché des obligations. Au niveau des obligations d'État à 10 ans, on est toujours dans ce range qu'on a démarré avec du coup nouveau petit range qui a été mis en place avec le dernier price de l'augmentation des taux. Donc on a le petit range des obligations d'État à 10 ans qu'on a en réalité juste ici depuis le 8 décembre avec ces deux gros pics haussiers mais qui vont directement réintégrer. Donc voilà, vous avez les obligations d'État à 10 ans qui en réalité vont suivre, je pense, l'inflation. Donc là, on a vu que l'inflation commençait à devenir flat entre 3,50 et 4, enfin 3,80 et quelques, ce qui pourrait nous donner une obligation d'État qui resterait du coup, obligation d'État à 10 ans, qui resterait du coup entre les 3,25 et les 3,60. Donc si jamais on a une montée vers le haut, donc qu'on irait casser cette résistance, ça pourrait indiquer que l'inflation pourrait augmenter dans les prochaines années. Si jamais on aurait du coup le cours qui irait du coup au sud, ça pourrait annoncer possibilité de déflation. Donc si jamais on break trop au sud au niveau de l'obligation d'État à 10 ans, c'est pas bullish du tout pour la suite. Et si jamais on irait trop au nord, pas bullish du tout non plus. Donc du coup, obligation d'État à 10 ans à surveiller parce que c'est lui qui va du coup nous indiquer comment va se passer la suite au niveau de l'inflation. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment le modèle qu'on a. C'est une obligation d'État à 10 ans qui price l'inflation sur du coup les 5 à 10 prochaines années.
Donc ça même nous annonce que avoir des baisses de taux dès juin, c'est quand même voilà, ça tient pas debout quoi. On n'a pas les éléments pour avoir une telle indication. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous demain pour un petit brief sur le Bitcoin. Et après-demain, ce sera Ethereum. Et il y aura pas mal de choses à dire dessus. Voilà, bonne journée.